Coucou, rencontre avec des humains d'autres espaces, et là j'attaque Maurizio Cavallo et les visiteurs de Clarion. C'est très intéressant aussi. Toujours de Elisabeth de Caigny que j'adore, parce que ses vidéos sur YouTube elles sont vraiment fascinantes, même sur Facebook, voilà. Surtout sur YouTube. Elisabeth de Caigny, de toute façon vous allez trouver, c'est toujours... ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça, pour marquer sa page. Tiens, j'ai bientôt voir celui-là où Eric Zerker, le prochain. Pas celui-là, mais celui-là, je vais dire. J'attends. J'attends qu'il soit expédié. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ça devrait pas tarder. Voilà, c'est parti. Alors, Maurizio Cavallo et les visiteurs de Clarion, comme tous les autres cas de contactés, celui de Maurizio Cavallo est particulièrement déconcertant. Cet Italien né en 1952, artiste et journaliste, dira avoir vécu son premier contact à l'âge de 7 ans. Pourtant, ce n'est pas en fait que l'année de ses 29 ans que va débuter de façon très intense une expérience aussi riche que traumatisante, avec des entités stellaires. Vous allez voir, parce que c'est quand même du lourd. 10 ans venir de la planète Clarion, qui s'échelonnera sur une dizaine d'années. C'est-à-dire de 29 ans jusqu'à 39. Ouais. Quoiqu'il ne donne pas de précision particulière à ce sujet, il semble que les rencontres avec ces stellaires se soient produites essentiellement dans la belle région de Montferrat, qui se trouve dans le Piémont au nord-ouest de l'Italie, éloigné d'une centaine de kilomètres de Turin. Premier contact. Tout commence le 12 septembre 1981. Par une belle journée et chaude soirée de fin d'été, Maurizio Cavallo dîne avec quelques amis dans une pizzeria. Lorsqu'ils sortent du restaurant, l'air est si lourd qu'avant d'aller se coucher, il décide d'aller se rafraîchir un peu dans la campagne proche de la ville. Ils cheminent en voiture dans la nuit sombre sur les petites routes alentours et finissent par arriver dans la clairière d'une petite colline boisée où ils font une halte. À peine sont-ils sortis de leur véhicule que l'obscurité est illuminée par la lueur éclatante d'un bolide incandescent surgi de nulle part qui passe à vive allure au-dessus de leur tête. Cavallo et ses amis restent stupéfaits. Et il y a de quoi puisque le bolide en question est plutôt l'aspect d'une sphère flamboyante. Elle va brutalement ralentir son allure et à quelques centaines de mètres d'eux se livrer à ce que peut s'apparenter à des manœuvres d'approche. Ils vont ainsi l'observer en train de descendre lentement vers un petit bois de peupliers derrière lequel elle finira par disparaître totalement à leur vue. Tout ce qu'ils aperçoivent maintenant, c'est une lueur tamisée de couleurs orangées qui éclaire la nuit sombre. La bande d'amis décidera d'aller y voir de plus près, mais y renoncera rapidement car l'endroit n'est pas accessible. Il est à peu près plus de 23 heures lorsque Maurizio Cavallo arrive à son domicile. À peine a-t-il refermé sa porte qu'il se sent brutalement pris de malaise, des vertiges, des nausées et de terribles bouffées de chaleur de terrasse. Il se sent si mal qu'il se met directement au lit. Hélas, son état ne s'arrange pas et ne fait qu'empirer au fil des minutes qui s'écoulent. Alors qu'il fait une chaleur étouffante dans sa chambre, il grelotte de froid et transpire abondamment. Il est si mal que l'idée lui traverse même l'esprit qu'il est sur le point de rendre l'âme ses dires. Il ne faut pas demander la douleur qu'il a eue. D'une voix faible, il appelle sa famille à l'aide, mais personne ne lui répond. Il veut alors se lever pour aller chercher du secours, mais il se sent si faible, si vidé de toute énergie qu'il ne peut même pas se lever de son lit. Au prix d'efforts surhumains, il va tout de même parvenir à gagner la salle de bain, toute proche, mais voilà qu'en titubant, il heurte malencontreusement un verre posé sur le lavabo. À sa grande surprise, il va le voir tomber au ralenti et éclater en 1000 morceaux en atteignant le sol. Alors déjà, ça commence mal. Très mal. Ce qui le sidère encore davantage, c'est qu'il n'a perçu aucun son lorsqu'il s'est brisé sur le carrelage. Il remarque d'ailleurs à ce moment qu'un silence anormal règne dans l'appartement, un silence assourdissant autant que pesant. D'ailleurs, il n'entend plus
les bruits habituels de la circulation à l'extérieur, pourtant incessant un samedi soir. Et son état ne s'arrange pas, c'est de même de pire en pire, d'autant qu'il se sent désormais envahi par un terrible sentiment d'angoisse. Bah ça, des angoisses, je pense qu'on en a tous, hein, mais là, bon, c'est particulier. Moi, je suis tout le temps angoissé, pratiquement. De toute façon, ça vient de mon père, ça, c'est sûr. Anxiété, bon, qui l'oppresse et l'empêche de respirer normalement. Oui, bah c'est ça, les angoisses, ça peut être terrible de fois, hein. L'idée lui traverse alors l'esprit qu'il est peut-être victime d'une grave intoxication alimentaire. Mais que faire? Oui, lui, c'est autre chose, attention, hein. Puisque personne ne répond à ses appels. C'est à ce moment où le désespoir l'a submergé qu'il éprouve la sensation qu'une sorte de flottement en train de se produire dans sa tête et que son cerveau est comme envahi. Il a l'impression que quelqu'un ou quelque chose a pris le contrôle de ses pensées et pire encore, que des présences invisibles lui condamnent, les commandent ou condamnent, hein, on peut dire aussi condamnent ou commandent maintenant de se rhabiller et de sortir de chez lui. Dans l'état lamentable où il se trouve, il tente naturellement de résister de toutes ses forces à cet appel insistant. Mais à sa grande stupeur et sans trop comprendre comment, il va se trouver au volant de sa voiture dont le moteur tourne déjà. Alors déjà, il y a comme une sorte de missing time, hein, je ne sais pas comment, mais bon. Et voilà que quelques minutes plus tard, il roule sur une petite route tortueuse, sans but et sans raison. Alors qu'il est toujours envahi par cette affreuse sensation de mort imminente. Dieu, c'est sympa, hein, dopé d'une terreur absolue quand il nous porte en errer dans la nuit sombre, poussé par une force incontrôlable. Soudain, il se souvient qu'il n'a pas fait le plein d'essence. À la seconde où il va se dire qu'il va immanquablement tomber en panne, sa voiture va se mettre à ralentir et son moteur à hoqueter pour finalement caler. Le voici maintenant immobilisé au milieu de nulle part, dans une totale obscurité, puisque les phares de son auto se sont évidemment éteints lorsque le moteur a rendu son dernier soupir, son dernier mot. Mais bon. La terreur a maintenant cédé à la panique et il se dit qu'il faut garder la ville coûte que coûte pour se rendre aux urgences de l'hôpital, même si c'est à pied. Hélas, la force qui le contrôle va contrarier ses plans. Le voici en effet en train de cheminer péniblement dans le noir sans savoir où il va. Au bout d'un moment, il va lui sembler reconnaître la petite clairière où il se trouvait quelques heures plus tôt en compagnie de ses amis. Le silence qui y règne est profond, terrifiant, même s'il ne distingue de rien autour de lui, tant il fait sombre. Pardon. Soudain, il va apercevoir une sphère de feu qui le survole, absolument identique à celle qu'il observait avec ses amis quelques heures plus tôt. À travers le tourbillon de flammes qui l'entoure, il distingue une sorte de structure argentée étincelante. Ça doit être beau. Dans l'instant, il se sent comme soulevé de terre. Lévitation, on va dire. Maintenant, il s'élève en flottant vers l'objet tandis qu'il perçoit une sorte de bourdonnement sourd. Curieusement, il a l'impression d'être enfermé dans une sorte de capsule de verre, avant de comprendre tout à coup qu'il se trouve désormais dans une pièce circulaire qui lui paraît immense. Ce qui le surprend, c'est la taille démesurée de cette salle, alors qu'à l'extérieur, la sphère ne lui semblait pas mesurer plus de 15 à 20 mètres de diamètre. L'endroit est vide de toute présence, de toute machine ou instrument. Il ne remarque en fait que des panneaux d'un verre émeraude translucide, placés à 1 mètre du sol sur tout le pourtour, qui convergent en dégradé vers un plafond semi-circulaire. Donc déjà, on se devine qu'il est dans une sorte de grande soucoupe volante, hein, on va dire. Un ovni. Cela diffuse une lumière douce d'intensité variable qui va du bleu azur au blanc violet. À cet instant, il ressent la trouble impression que la sphère est une sorte d'organisme vivant auquel il serait relié, voire intégré, comme s'il faisait partie d'elle. Bon, on va dire, ça commence très bien pour très mal, on va dire. Très bien, très mal, je ne sais pas. Pour monsieur Cavallo Morizio et les visiteurs de Clarion. Alors, il dit avoir vécu son premier contact à l'âge de 7 ans. Pourtant, ce n'est que l'année de ses 29 ans. Alors là, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire 22 ans plus tard, que va débuter de façon très intense une expérience aussi riche que traumatisante avec des entités stellaires disant venir de la planète Clarion qui s'échelonnera sur une dizaine d'années, c'est-à-dire jusqu'à 39 ans, comme mon âge, 39-40 ans. C'est sympa, ça commence très fort. Alors la prochaine fois, je pense que je dirai la rencontre avec Shama et Dara. J'imagine que c'est peut-être des extraterrestres, je sais pas. Ça sera une autre fois. Oui, moi c'est en gros la planète Clarion. Bon, j'imagine, Shama et Dara. Donc je coupe là. Et c'était une très belle petite vidéo. Mais pour l'instant, c'est que le début. Maurizio Cavallo et les visiteurs de Clarion.
de Elisabeth de Canini, des rencontres avec des humains d'autres espaces. C'est toujours très intéressant. Si vous ne connaissez pas Elisabeth de Canini, faites des recherches. De toute façon, je vais vous faire voir qui c'est avec le nom. Sur YouTube, c'est très 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 intéressant. Elle est sur Facebook aussi. Voilà. Donc je coupe. Merci. À bientôt. Voilà, son nom est dessus. A plus. Merci.